Pour mieux comprendre les principes et les enjeux d'une comptabilité publique, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Fasca Cruz, professeur à l'ULB Solvay. Monsieur le professeur. Merci beaucoup. Bien, bonjour mesdames et messieurs. On va rentrer dans un certain nombre d'éléments techniques qui vont compléter ce qui a été dit. La fiscalité est un élément extrêmement important. Ça compte pour environ 53% du budget total. Et les éléments qui vous ont été décrits par rapport au budget et au compte, je vais y revenir à l'occasion de cette description. Alors, je vais présenter cet exposé d'une demi-heure en 3 parties. Je vais d'abord parler de la comptabilité communale, ce qu'on a appelé la nouvelle comptabilité en 1995. Mais je vais vous montrer qu'on est en train de faire une réforme de la comptabilité des communes et des CPS de la région de Bruxelles. Et on espère que cette réforme atterrisse en 2017. Un certain nombre de choses ont déjà été rédigées et préparées par rapport à cela. Je parlerai un tout petit peu de la comptabilité de la région, tout simplement parce que c'est une autre comptabilité dans laquelle la comptabilité générale domine la comptabilité budgétaire, ce qui est exactement le contraire de ce qui se fait au niveau des communes, et parce que au niveau de la comptabilité régionale, il a été imaginé une comptabilité analytique et un système de contrôle interne qui fonctionne mieux qu'au niveau des communes. Mais pour l'instant, la comptabilité des communes est, je pense, ce qu'il y a de mieux, de plus complet, de plus transparent en matière d'institutions publiques et privées. Je parle ici des entreprises, des banques, des ASBL. La comptabilité des communes se caractérise par une budgétaire et une générale qui se complètent et se contrôlent mutuellement, par un certain nombre de plans comptables, et on va voir, elle est relativement complète et elle n'obéit pas à des contraintes de type impôt des sociétés qui frappent les entreprises, je dirais, pour un taux relativement élevé, même s'il est moins élevé au niveau des sociétés qu'au niveau des personnes physiques. Il n'y a pas une obligation de payer des dividendes et il n'y a pas une obligation d'avoir des capitaux propres relativement élevés par rapport au total du passif. Alors on va rentrer dans des éléments relativement techniques, tout simplement parce que je considère que, en tant qu'échevin ou conseiller communal, vous êtes dans des organes de gestion, le conseil communal gérant la commune et l'extraordinaire, le collège gérant le service ordinaire. Je vais revenir un petit peu sur ces deux concepts, et que, faisant partie de ces organes législatifs et exécutifs, vous devez avoir une certaine compréhension des outils comptables, pas pour les utiliser constamment, mais pour pouvoir prendre des décisions et pouvoir lire le budget, le compte, mais également les éléments de la comptabilité générale. Alors, dans la comptabilité telle qu'on l'a imaginée en 1995, et je faisais partie du groupe qui l'avait conçu avec les receveurs régionaux et communaux, on avait imaginé une comptabilité budgétaire légèrement remaniée. On a gardé l'essentiel de ce qui existait avant et on a développé une comptabilité générale créée de toutes pièces, inspirée des entreprises privées, avec un bilan, un compte de résultat et une annexe. C'est la budgétaire qui a la primauté par rapport à la comptabilité générale, contrairement à ce qui se passe au niveau de l'État fédéral et des entités fédérées et des régions. La budgétaire, donc, donne le ton par rapport à la comptabilité générale, et nous avons les comptes, le compte budgétaire par rapport au budget, le budget étant une prévision, le compte budgétaire étant le compte d'exécution budgétaire. On vous l'a dit tout à l'heure, sur les 19 communes, 2 communes
ont voté leur budget 2025. C'est un outil de prévision et d'autorisation. Et les communes n'ont pas encore élaboré le compte d'exécution de 2024. Il sortira vraisemblablement vers les mois de mai, juin, juillet, etc. La comptabilité budgétaire produit deux résultats extrêmement importants sur lesquels je vais revenir. Et vous devez en être conscient parce que lorsqu'on va vous présenter ces informations, vous ne pouvez pas confondre l'un et l'autre de ces deux résultats de la comptabilité budgétaire, résultat budgétaire, résultat comptable, je les définirai. Et puis, la comptabilité générale produit, elle, d'autres résultats. Il y a évidemment les éléments de résultats courants, d'exploitation exceptionnelle et de l'exercice. Je vais les définir également. Et donc la comptabilité générale, c'est un bilan qui donne une photographie du patrimoine de la commune. Le compte de résultat qui finalement décrit la gestion de l'exercice avec ces 4 résultats. Et l'annexe qui donne le détail des rubriques du bilan et qui se prolonge par une analyse financière avec des éléments de calcul, d'équilibre financier, fonds de roulement, besoin fonds de roulement, position de trésorerie, solvabilité. Les CPS ont davantage l'habitude de préparer ces ratios, en tout cas beaucoup plus que les communes. Et lorsque je parlerai de la réforme, je vous dirai qu'on a pris ce qu'il y a de meilleur dans les CPS et ce qu'il y a de meilleur dans les communes, et on aboutira à une seule et même comptabilité pour les 19 communes et les 19 CPS en respectant les spécificités des uns et des autres. Donc, 2 comptabilités qui se complètent, qui se contrôlent mutuellement et qui aboutissent à 4 états financiers. Quel est le secret finalement de ce fonctionnement? Eh bien, c'est l'enchaînement de la comptabilité budgétaire à la comptabilité générale, ce qui veut dire qu'il est impossible de tenir une comptabilité communale à la main, alors que c'est possible pour une entreprise ou une ASBL, une petite entreprise. Mais au niveau d'une commune ou d'un CPS, les liens de chaînage entre les plans comptables font que c'est indispensable de s'appuyer sur un outil, un logiciel. Il est prévu évidemment ensuite d'aboutir à une comptabilité analytique, mais elle n'est pas encore opérationnelle au niveau des communes. Comment? Via plusieurs comptables et grâce à l'informatique. Comme les receveurs vous l'ont dit, il y a au niveau de la comptabilité budgétaire, puisque c'est le point de départ du système, des articles budgétaires avec un code fonctionnel qui renseigne sur la destination et le code économique qui indique la nature de la dépense ou de la recette. C'est le code économique qui renvoie au compte général automatiquement selon la structure du budget. Et lorsque la comptabilité analytique va exister, elle va s'appuyer, elle, sur le code fonctionnel qui renseigne sur la destination. Donc, les 3 comptabilités pourraient fonctionner avec les plans comptables budgétaires, général et analytiques qui sont enchaînés entre eux. Donc le code fonctionnel pour la destination, le code économique pour la nature, et bien entendu, quand on prend un article budgétaire, vous avez 3 positions. Les premières, plus éventuellement 2, la ville de Bruxelles et un certain nombre de grandes communes utilisent beaucoup plus que 3 positions, donc 3 plus 2 minimum. C'est la fonction, c'est la destination. Et puis nous avons le code économique qui peut aussi être constitué de 3 positions plus 2, le numéro d'ordre, l'exercice ou le millésime, et puis le code analytique lorsque cette comptabilité analytique va exister. À quel moment le lien de chaînage fonctionne-t-il entre la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale? Eh bien, c'est simple. C'est lorsque vous imputez ou lorsque vous constatez le droit. Donc ici, nous avons un article budgétaire avec le code fonctionnel 104 et le code économique 111.01.
eh bien, c'est le Code économique 111-01 qui est un code économique de dépenses qui va déclencher un compte général en 5 positions qui est celui de la charge salariale. Donc, lorsqu'il y a une recette en comptabilité budgétaire, ce n'est que lorsque le droit est constaté que l'équivalent se fait en comptabilité générale, généralement un compte de produit, et lorsqu'il s'agit du service extraordinaire, ça se déclenche plutôt en termes d'emprunt ou de subside. Et quand il s'agit d'une dépense, eh bien, ce n'est pas au moment de l'engagement, c'est au moment de l'imputation dans la comptabilité budgétaire que la comptabilité générale se déclenche pour enregistrer une charge s'il s'agit du service ordinaire ou pour enregistrer un investissement s'il s'agit du service extraordinaire. Qu'en est-il de la comptabilité générale brièvement? La comptabilité générale, comme dans les entreprises, vise à renseigner sur le patrimoine de la commune ou du CPS et sur la gestion de l'exercice. Eh bien, c'est ce que nous avons avec le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Si les 3 comptabilités fonctionnent, nous avons la première qui est un outil de prévision et d'autorisation, ce qui veut dire que même si vous avez des ressources financières en trésorerie, vous ne pouvez pas faire un investissement s'il n'avait pas été prévu au niveau du budget, donc acte de prévision et d'autorisation. Et pour la comptabilité générale, c'est les valeurs du patrimoine et les variations. Quant à la comptabilité analytique, elle, c'est une comptabilité de gestion. Ce n'est pas une comptabilité de reddition des comptes ou d'information. Ces 3 comptabilités ne peuvent fonctionner que sur base d'un logiciel. Pour l'instant, il y a trop de logiciels qui sont très coûteux pour les communes et les CPS. Et l'un des objectifs de la réforme entreprise au niveau de la comptabilité des communes et des CPS, c'est de parvenir à un seul logiciel qui respecte les spécificités des communes et les spécificités des CPS. C'est sur cette voie que nous fonctionnons depuis 5-6 ans et a priori, on devrait atterrir dans 1 an et demi puisque l'ensemble des éléments de règlement général, des plans comptables, des conversions sont faits. Il faut encore évidemment que quelques communes et quelques CPS pilotes s'exercent pour tester le logiciel. Alors, rentrons un peu plus dans le détail, mais rapidement. On vous a parlé du service ordinaire et du service extraordinaire. Je dirais que le service ordinaire, c'est le fonctionnement courant, quotidien. C'est les dépenses et les recettes de fonctionnement qui reviennent assez souvent. Quant aux dépenses et recettes du service extraordinaire, elles ont plus trait aux investissements, aux emprunts, aux subsides d'investissement. C'est quand il y a des modifications substantielles du patrimoine sous la responsabilité du conseil communal, alors que le service ordinaire est beaucoup plus sous la responsabilité du collège des bourgmestres et échevins. Alors on vous a parlé évidemment de l'équilibre des budgets, c'est clair, mais attention au niveau du service extraordinaire, chaque investissement doit être couvert par des voies et moyens spécifiques. Vous ne pouvez pas considérer un certain nombre d'investissements en terrain, en bâtiment, en actions, en prévoyant simplement des recettes non spécifiques. Pour chaque investissement, il faut qu'il y ait une possibilité d'emprunt ou de subside en capital ou de prélèvement sur fonds de réserve ou de vente d'un bien pour en acheter un autre. Mais ces éléments doivent être prévus à l'origine. Donc, service ordinaire avec les recettes, exercice propre, exercice antérieur, service extraordinaire aussi. Alors, je vais revenir à ces 2 résultats parce que j'ai constaté, je fréquente les communes, en réalité, je suis à temps plein à l'université, je donne même cours dans cet auditoire tous les mardis, mais je fréquente les communes depuis 1995 pour la toute première comptabilité et je continue pour la réforme. Et je constate que par rapport au concept que je vais présenter maintenant, il y a pas mal de confusion.
Donc, dans la comptabilité budgétaire, qui, je le rappelle, a été maintenue dans ses grandes lignes et qui est simplement adaptée, et on continue avec la réforme à la maintenir et à simplement l'actualiser, avec des recettes et des dépenses qui ne s'enregistrent plus dans la comptabilité budgétaire, donc les cash-in et les cash-out ne regardent plus que la comptabilité générale, ça ne s'enregistre plus dans la comptabilité budgétaire. Le service pour ordre est supprimé. La période de réalisation de 3 mois est également supprimée. On parle d'exercice comptable qui vont du 1er janvier au 31 décembre. Et enfin, il y a une plus grande rigidité dans l'emploi des codes économiques pour des raisons évidentes, parce que ce sont les codes économiques qui assurent le lien entre la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale. Donc le plan des codes économiques est le même pour toutes les communes. Pour pouvoir lire une comptabilité budgétaire, et c'est la principale des deux comptabilités des communes et des CPS actuellement, il faut pouvoir lire les articles budgétaires. Ces articles budgétaires, ils se structurent en recettes, droits constatés et non-valeurs, et en engagement et imputation. Alors, la réforme actuelle vise à harmoniser la comptabilité des communes et des CPS de la région, mais elle vise aussi à corriger des travers d'utilisation de termes. Par exemple, dans nos 19 CPS, quand on parle d'engagement, c'est souvent l'imputation. On parle d'engagement et d'engagement définitif, alors que dans les communes, on parle d'engagement provisoire ou définitif et d'imputation. Dans les CPS, on parle de services d'exploitation et services d'investissement. Dans les communes, services ordinaires, services extraordinaires. Il y a beaucoup de différences, beaucoup d'éléments qu'on corrige. Mais globalement, en sachant lire un article budgétaire avec ses codes fonctionnels et codes économiques, vous pourrez parfaitement lire un budget et un compte budgétaire. Alors allons-y pour ces deux résultats, le résultat budgétaire et le résultat comptable, de la comptabilité générale. Le résultat budgétaire, c'est la différence entre les droits constatés nets et les engagements, alors que le résultat comptable, c'est la différence entre les mêmes droits constatés nets et les imputations. C'est les deux principaux résultats de la comptabilité budgétaire. Ils sont extrêmement importants. Et bien entendu, on a un résultat budgétaire et un résultat comptable pour le service ordinaire, et on a un résultat budgétaire et un résultat comptable pour le service extraordinaire. Le premier fait la différence entre les droits constatés nets, c'est-à-dire les recettes certaines enregistrées en comptabilité budgétaire, et ce que vous avez déjà commandé, les engagements, tandis que le deuxième résultat, c'est entre les mêmes droits constatés nets et ce qui a été enregistré comme facture dans la comptabilité budgétaire. Quelle est la différence entre les deux? Sous forme de graphique, je montre un petit peu la différence entre les droits constatés nets et les engagements pour le résultat budgétaire et entre les droits constatés nets et les imputations pour le résultat comptable. Eh bien, c'est simple, c'est ce qui est reporté. Alors, que faut-il faire de ces deux résultats? Parce que, de nouveau, en auditant un certain nombre de communes, parfois je constate qu'il y a des confusions. Le premier résultat, c'est-à-dire le résultat budgétaire, eh bien, il est repris dans le budget de l'exercice suivant. Et en effet, lorsque le compte budgétaire est arrêté par le conseil communal, l'excédent ou le déficit estimé qui a été porté au budget est remplacé par celui résultant du compte ainsi arrêté par voie de modification budgétaire, la première MB. C'est ce que je montre ici. Donc, c'est un résultat qui remplace par voie de modification budgétaire l'excédent ou le déficit estimé qui a été porté au budget. En revanche, le résultat comptable
au service ordinaire ou au service extraordinaire, eh bien, il est considéré comme un droit constaté s'il s'agit d'un boni, et il est inscrit en engagement et imputation s'il s'agit d'un mali. C'est vraiment important de ne pas confondre ces deux résultats. Alors, quelques mots, et je regarde ma montre, sur la comptabilité générale, parce que j'aimerais bien revenir un petit peu sur le lien entre la comptabilité générale et la comptabilité budgétaire. Donc, la première raison de la réforme en 1995, c'est pour permettre aux citoyens et à tous ceux qui sont intéressés par la comptabilité des pouvoirs locaux de connaître et de suivre le patrimoine. Qu'est-ce qu'il y a comme bâtiment, comme terrain, comme participation, comme disponibilité en banque, qu'est-ce qu'il y a comme emprunt, comme dette commerciale, salariale, sociale et fiscale. Eh bien, la comptabilité budgétaire ne donnait aucune information par rapport à cela. Elle donnait les dépenses et les recettes par exercice de 12 mois. On parle maintenant évidemment des possibilités d'extension sur un plan à moyen terme, mais globalement, la budgétaire a toutes les qualités du monde, mais elle est limitée par l'horizon de 1 an. La comptabilité générale, elle, lorsqu'elle établit le bilan, elle renseigne sur le patrimoine depuis que la commune ou depuis que le CPS existe. Et avec le plan des comptes particuliers, vous pouvez suivre emprunt par emprunt, compte à vue ou compte d'épargne par compte d'épargne. Vous pouvez suivre chaque élément, chaque dette commerciale, chaque dette fiscale, chaque élément est suivi de manière tout à fait détaillée. Donc la comptabilité générale nous renseigne sur le patrimoine immobilier, et les pouvoirs locaux sont parmi les plus gros investisseurs du pays, sur les participations, sur les créances, sur le disponible, sur les dettes. Le patrimoine, c'est l'ensemble de ces éléments-là. Et on peut arriver à un bilan dans lequel vous avez les actifs immobilisés et actifs fixes, et puis les actifs circulants. Et puis de l'autre côté, nous avons les capitaux propres, avec un terme qui ne convient pas, qui s'appelle le capital. Au niveau des ASBL, le mot capital a déjà été remplacé par le fonds associatif ou fonds social. Dans la réforme, on considère qu'il sera remplacé par le fonds communal ou le fonds social, parce que qui dit capital dit actionnaire. Or, il n'y a pas d'actionnaire dans une commune ou un CPS. Donc on aura l'ensemble des fonds propres et puis l'ensemble des dettes avec la possibilité, comme je l'ai dit, à côté du plan des comptes généraux, il y a le plan des comptes particuliers qui peut vous donner le détail pour chaque élément du patrimoine. À côté du bilan, il y a le compte de résultat dans lequel nous avons les charges et les produits de manière classique, mais il y a tout de même une structure assez particulière pour le compte de résultat communal que les réviseurs parfois ne comprennent pas très très bien. C'est qu'il y a le premier étage du compte de résultat avec les charges courantes et les produits courants qui reprend toutes les charges décaissables et tous les produits encaissables, et c'est ça, le boni courant ou le mali courant. Il est censé refléter 98% du service ordinaire. Attention, dans les charges, vous voyez qu'il y a les achats de matière, le 60, services et biens divers, 61, frais de personnel, 62, les subsides accordés, 63, mais il y a le remboursement des emprunts. Dans un compte de résultat de privé, vous ne trouverez pas le remboursement au niveau du compte de résultat, c'est un élément bilantaire. Au niveau d'un compte communal, le remboursement des emprunts est repris en charge parce qu'il faut qu'il soit prévu au service ordinaire et les charges courantes ne reprennent que les imputations du service ordinaire. Les produits courants reprennent les droits constatés du service ordinaire. Donc le premier niveau du compte de résultat reflète le service ordinaire de la budgétaire. Nous avons un deuxième niveau avec les redressements, amortissements, réévaluation. A priori, pas des éléments encaissables ni décaissables. Et la somme des deux résultats donne le résultat d'exploitation. Donc le résultat d'exploitation,
c'est le résultat courant plus les éléments de redressement. Et puis nous avons un résultat exceptionnel et l'ensemble des trois résultats nous donne le résultat de l'exercice. Il y a là-dedans des éléments budgétés et des éléments non budgétés, budgétés au service ordinaire ou extraordinaire. Comme je l'ai dit, la comptabilité générale ne peut se lire que s'il y a l'annexe, et cette annexe doit se compléter par des éléments d'analyse financière. Et je vais parler pendant 5 minutes de cette comptabilité régionale et de cette réforme, mais vraiment en un slide pour la réforme. Alors, on a entamé une réforme de la comptabilité des 19 communes et 19 CPS il y a à peu près 5-6 ans. Les éléments de règlement général sont rédigés, les plans comptables aussi, plans comptables et budgets, plans comptables généraux, plans des comptes particuliers et tables de conversion. On a passé des écritures pour envisager toutes les possibilités. L'inventaire n'est pas encore totalement fait, mais on repart du bilan de l'existant. Nous avons évidemment la structure du compte d'exécution budgétaire, la structure du bilan du compte de résultat et de l'annexe, l'analyse des états financiers. Nous avons encore 1 an et demi, 2 ans de travail en espérant que Paradigme puisse avancer avec WePulse sur le logiciel, parce qu'on espère avoir un seul logiciel pour faciliter les échanges et pour réduire les coûts. Alors, un dernier mot par rapport à la région. La région a une comptabilité particulière qui est assez différente de la nôtre. Je m'associe ici aux communes avec lesquelles j'ai collaboré depuis 1995, parce que cette comptabilité a été conçue par des consultants, alors que la première a été conçue par les receveurs communaux en collaboration avec l'ULB Solvay et l'université de Leuven, l'époque. Elle concerne l'ensemble des entités que vous avez sous les yeux. Il y avait une nécessité de modernisation. Il fallait effectivement aussi renseigner sur le patrimoine et il fallait une modernisation sur l'ensemble des points qui sont là. Mais l'avantage de cette comptabilité, c'est qu'elle prévoit une comptabilité analytique par activité, ce qu'on appelle l'activity-based costing. Très peu d'universités enseignent déjà cette comptabilité par activité, activity-based costing, activity-based management. Eh bien, la comptabilité régionale prévoit cela en plus du contrôle interne. L'output de cette comptabilité, en ce qui concerne la comptabilité générale et la comptabilité budgétaire, eh bien, c'est le compte général, dans lequel on trouve le compte annuel et son annexe, et le compte d'exécution du budget et son annexe. Et donc, quand on parle de compte annuel au niveau de la région, c'est le bilan, c'est le compte de résultat, c'est le compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année en recettes et en dépenses, et l'annexe au compte annuel. Le compte d'exécution et son annexe prévoient ces éléments-ci, je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà la structure de ces comptes annuels. L'une des motivations, c'est effectivement de renseigner l'ensemble des publics intéressés par la gestion de l'État, des ministères, des entités fédérées et des régions sur le patrimoine, sur la comptabilité budgétaire, mais également sur la comptabilité analytique. Et donc, quand on voit ce schéma qui a été conçu au niveau du SPRB, on voit qu'il y a une comptabilité générale qui domine et qui coiffe la comptabilité générale et la comptabilité analytique. Et ce n'est pas du tout la philosophie de la comptabilité communale. Je vous remercie.